Depuis la nuit des temps, on dit que le Yéti vivrait au Bhoutan. Dans leur langue, les Bhoutanais l'appellent le migueux. Pour certains, ce serait le descendant du Gigantopithèque, un singe qui vivait en Asie il y a une dizaine de millions d'années. Pour d'autres, c'est l'un des ultimes survivants de l'homme de Néandertal. Pour les plus sceptiques, ce n'est qu'un ours ou une légende. Notre enquête commence à la Bibliothèque nationale. Un vieil écrit nous donne à y regarder de plus près. Plus loin encore, au ministère des Parcs et Forêts, on découvre même des moulages d'empreintes particulièrement troublantes. Avant de partir en expédition à sa poursuite, on retrouve Dasho Champe, l'un des plus grands spécialistes du pays en la matière. Sache qu'en t'intéressant comme moi au Yéti, dorénavant, chaque fois que tu entreras dans une forêt profonde, la première chose à laquelle tu penseras, ce sera au Yéti. Le Yéti est 2 fois plus grand qu'un être humain. Il a une longue fourrure. Les anciens lui donnent la tête d'un singe. Tu peux le repérer à l'odeur depuis très loin. Et dans son dos, il y a une poche. Si tu venais te faire attraper par le Yéti, il te mettrait dans sa poche afin de mieux te transporter. On raconte qu'une fois, il y a longtemps, un homme alla seul dans la forêt pour couper des bambous. Et il tomba face à face avec un Yéti, une femelle. La femelle kidnappa le coupeur de bambou et grimpa en haut d'une montagne inaccessible. On crut le villageois à jamais mort ou perdu dans la forêt. Pourtant, l'homme et la femelle Yéti vécurent des années durant et eurent même un enfant. L'homme chercha maintes fois à s'échapper, en vain. Un jour, alors qu'il disait confectionner des chaussures, il lui lia les pieds. Impuissante, la femelle n'avait plus que ses yeux pour le voir filer. Il retourna au village et mourut subitement au bout de 2 semaines. Toi, pour retrouver le Yéti, le mieux c'est que tu ailles à la rencontre des bergers du pays. Direction les vallées de Merak et Sakteng, donc, tout à l'est du pays, aux confins de l'Inde et de la Chine. Ici, les Occidentaux étaient interdits d'entrer il y a encore à peine quelques années. De quoi nourrir les fantasmes. Dans tous les cas, on ne joue pas avec l'inconnu. On décide alors de monter une véritable expédition. Et armé d'une quinzaine de chevaux et d'autant de caravaniers, de cuisiniers et de guides, on va aller par-delà des montagnes méconnues à la rencontre des Drogpa, les habitants de la région, pour qu'ils nous mettent sur la piste du Yéti. 10 jours d'une marche épuisante et harassante nous attendent. Les vaches regardent ici passer les caravanes. Et à chaque col, nous prions les esprits de la route pour qu'ils nous accompagnent. Nous sommes à l'affût du moindre bruit, de la moindre empreinte, de la moindre silhouette. En tête de convoi, Kandou Gyalpo, qui avait entendu parler de nous avant qu'on arrive. Sa présence parmi nous ne relevait pas complètement du hasard. Ça, tu vois, c'est une empreinte de cerf. Chaque fois, je fais un relevé et je prends une photo. Le roi m'a désigné. Je suis à son service depuis 20 ans pour ramener des preuves de l'existence du Yéti. Mais une fois seulement, j'ai trouvé quelque chose. Il y a 3 ans, je suis tombé sur une empreinte de Yéti. Elle ressemblait à ça. 30 cm de long exactement. 4 doigts seulement, dont un gros pouce. J'estime sa taille à 3 mètres de haut environ. À peine plus loin de là, Bouddha et quelques voyageurs livrés à eux-mêmes dans la vallée. Ils s'en remettaient à un bien étrange rocher. On fait des offrandes au protecteur de la vallée pour qu'il assure la sécurité de notre voyage. Je ne peux pas te dire si le Yéti existe ou non, mais dans le doute, je t'encourage à demander la protection de Bouddha. Il y a plein d'histoires étranges dans le coin. Va jusqu'au village de Merak. Là-bas, sans doute, tu trouveras des vieux qui ont vu le Yéti. On nous parlait toujours d'un vieux qu'il avait croisé par ici, d'un autre qu'il avait attrapé par là. Mais nous, on ne voyait rien. Et dans le doute,
on continuait d'avancer. Avec la nuit, les histoires au coin de la poêle à frire n'avaient pas vocation à nous rassurer. Je sais bien que tu es venu ici pour trouver le Yéti, mais il faut que tu saches une chose. À chaque fois qu'on l'approche, il se sauve. Dans ma vie, j'ai croisé des tonnes d'animaux sauvages. Des pandas rouges, des tigres, des ours. Tu ne peux pas imaginer la diversité de nos forêts. Certains disent que le Yéti est invisible à l'œil humain, qu'il s'agit d'une semi-divinité. Moi, je ne sais pas. Un jour, je faisais mon boulot comme tous les jours, mais ce jour-là était un peu particulier. J'entends du bruit. En moins de 2 secondes, je me retrouve nez à nez avec un ours. J'ai grimpé dans un arbre. J'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Il m'a donné un coup de patte et m'a ouvert le bras. J'ai finalement réussi à m'en sortir. Mais on ne joue pas avec les animaux, et encore moins avec les esprits de la forêt. À force de repartir, un jour on est arrivé à Merak, à plus de 3000 mètres d'altitude. Merak, un village coupé du monde, qui donne l'impression d'émerger des brumes du passé. Une étape attendue. Un accueil approximatif surtout. Les jeunes ne voulaient pas parler. Les vieux, eux, n'avaient rien vu. Dans ce genre de situation, 2 options, le monastère ou l'école. Et c'est l'instituteur qui nous a accueillis chez lui en premier. Good afternoon, sit down. Aujourd'hui, on va parler du Yéti. Qui est-ce qui y croit? Moi, je suis quelqu'un de très sceptique, et surtout de pragmatique. On n'a jamais vraiment trouvé de preuve de son existence. Toujours des empreintes ici et là, et qui, à y regarder de plus près, ressemblent à celles d'un ours. Alors il est où le Yéti? Dans la tête des anciens, ça c'est sûr. Je ne crois pas vraiment au Yéti. Pour moi, le Yéti est un moyen de faire peur aux enfants. Les nouvelles générations sont un peu plus ouvertes sur le monde. Et même si tous les enfants lèvent le doigt, ils ont moins peur du Yéti que les anciens. À la sortie de l'école, le Yéti rôdait et les vieux priaient. Le lendemain matin, on a décidé de repartir en direction de Sakteng et par le col de Nachukla, à 4000 mètres d'altitude. On nous avait parlé d'une touffe de poils de Yéti que conservait encore précieusement un vieux nomade. Mais Kandou Gyalpo, notre chasseur de Yéti assermenté par le roi, avait décidé au dernier moment de nous faire faux bond. Dans cette partie de la vallée, de nombreux éleveurs avaient été retrouvés morts, tués, dit-on, par le Yéti. On s'en est remis à la Providence et à une caravane de yak, plus lourd, plus lent et plus sûr, nous avait-on dit.
Les sangsues pourtant pompaient tout notre sang, et l'altitude se jouait de nos esprits, comme de nos bêtes. Notre expédition prenait dorénavant un goût un peu amer. On avait la sensation que le Yéti nous échappait sans cesse, comme un inavouable secret. On regrettait presque de nous obstiner, et chaque mésaventure nous apparaissait comme un signe. Peu après le col de Nachukla, on trouva pourtant nos premières empreintes. Nos guides ne savaient pas quoi en penser. 4 doigts pourtant, et 30 bons centimètres. C'était ici exactement que quelques années plus tôt, 2 jeunes frères occupés à chasser le faisan tombèrent nez à nez sur un yéti endormi au pied d'un arbre. Le yéti, dérangé dans sa sieste, voulut les attraper, mais le plus courageux des 2 frères lui décocha une flèche en plein cœur. Ne connaissant pas la valeur du yéti aux yeux du reste du monde, ils l'enterrèrent, mais gardèrent de lui quelques poils. C'est comme ça qu'on arriva chez Changpei Yundup, éleveur nomade. On nous avait dit en chemin qu'il était l'un des derniers à connaître le vrai mot de l'histoire. Certains disent pourtant que les bergers sont à tel point isolés dans la montagne qu'ils ont besoin de s'occuper l'esprit. Ils auraient alors inventé quelques histoires dont le yéti ferait partie. On voulait en avoir le cœur net. Quand le ventre est rempli, l'âme prend corps, dit-on. On a alors attendu qu'il soit bien tendu. Et le yéti nous est enfin apparu. Un jour, j'avais 7 ou 8 ans. J'ai vu des empreintes d'un homme dans la neige. Je les ai suivies avant qu'elles ne disparaissent. Quelques jours plus tard, l'homme a été retrouvé mort, dans le bas de la montagne. Il était vidé de son sang. On a dit que c'était un coup du yéti. Mais moi, je pense que c'était seulement un accident. Parce que d'habitude, le yéti ne s'en prend qu'aux troupeaux. Il ne tue jamais vraiment les hommes. Il les rend juste fous. T'en penses quoi, toi? Tu crois ces histoires de yéti? 10e jour. Le rire malicieux de Changpei Yundup résonne dans la forêt. À nos yeux, l'épaisse végétation semble pourtant toujours aussi impénétrable. Un dernier nuage nous servira ce soir de couverture pour la nuit. Peut-être n'avons-nous pas assez cru au yéti, pas assez prié Bouddha. Le dernier soir, pourtant, nous ne savons plus très bien s'il s'agit d'un rêve ou d'un tour des esprits de la forêt, mais le yéti nous est apparu une dernière fois.